Bonjour et bienvenue au 25e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur l'impact de l'innovation en actes. Inventons avec les territoires le monde de demain. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Luc, responsable territoire durable et citoyenneté écologique au comité 21, le comité français pour l'environnement et le développement durable, qui a pour mission de permettre aux organisations publiques et privées de se réinventer face aux limites planétaires et à l'épuisement des ressources. Bonjour Simon Luc. Bonjour. Le comité 21 est le principal réseau des acteurs de développement durable en France. Il regroupe des organisations publiques et privées, mais aussi des citoyens qui veulent agir pour la société. Il contribue d'ailleurs à transformer la société vers un modèle durable en s'appuyant sur l'agenda 2030 et sur les 17 objectifs de développement durable. Le comité 21, depuis sa création en 1995, s'attache à être au plus près des territoires. D'abord avec l'agenda 21, puis avec l'agenda 2030. Pourquoi le prisme des territoires est-il si important pour conduire les transitions ? Merci pour cette question et encore une fois bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce qui concerne l'agenda 21 et puis l'agenda 2030 qui lui a succédé, en fait pour se réaliser tout simplement ce programme de développement durable, il nécessite la participation de tous les acteurs de la société, publics comme privés, mais aussi à tous les échelons. Et pour le secteur public, l'État ne peut pas atteindre seul les objectifs nationaux sans une contribution active des collectivités territoriales. Il faut noter aussi que environ 2 tiers des investissements publics aujourd'hui sont aux mains des collectivités territoriales, donc elles disposent vraiment de l'essentiel des leviers d'action. Et puis les collectivités, en fait, elles ont toutes les compétences pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Donc quand on parle de collectivités, on parle des communes, des EPCI, des départements, des régions. Et donc elles ont ces compétences qui leur permettent de contribuer au développement durable. Elles s'occupent de social, d'éducation, de développement économique, de transition énergétique, d'infrastructures, de mobilité, de logement, de protection des écosystèmes, de partenariat et coopération territoriale, de coopération internationale. Donc vraiment, elles sont des acteurs essentiels pour aller vers le développement durable. Et puis, je peux dire également que les collectivités ont des obligations réglementaires de définir des documents de cadrage, de planification. Je pense par exemple aux schémas régionaux de développement durable et d'égalité des territoires dans les régions, aux schémas de cohésion territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans climat, air, énergie territoriaux à différents niveaux de collectivité. Et tout ça, c'est des plans, des schémas qui recoupent très largement les ODD. Donc c'est quand on veut viser les objectifs de développement durable, les collectivités sont vraiment des acteurs essentiels et qui ont tous les leviers en main. Et par ailleurs, plus largement, je dirais, en fait, les territoires sont en première ligne face aux défis écologiques. Les problématiques climatiques, elles sont certes globales, mais leurs effets sont localisés. Et donc nécessairement, les politiques d'adaptation aux différents changements climatiques doivent également être territorialisées. Et puis la perte de la biodiversité, les pollutions, tout ça, ça se constate et ça se vit dans les territoires. Et donc c'est là qu'on peut et c'est là qu'on doit mobiliser les gens et les autorités pour agir. Enfin, je dirais que les territoires, c'est le cadre démocratique par excellence. C'est là qu'on est vraiment en proximité des citoyens, on parle de bassin de vie, et c'est dans les territoires qu'on peut proposer vraiment des politiques au plus près des besoins des acteurs. Donc c'est un cadre qui est pertinent et réaliste aussi pour la coopération entre les acteurs. Donc entre collectivités, États, citoyens, les acteurs économiques, associatifs, universitaires, etc. Cette coopération est nécessaire pour définir, pour mettre en œuvre des politiques de transition qui sont systémiques et qui sont mobilisatrices. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que vraiment on se concentre sur les territoires. Oui, donc vraiment la collectivité, acteur essentiel pour aller vers le développement durable, ce que vous disiez, ce que vous nous rappeliez au tout début. C'est ce que ça me fait penser à ce qu'on dit au rameau, travailler au premier kilomètre des besoins finalement. Absolument.
Vous venez d'ailleurs de faire paraître le guide Construire une stratégie locale de développement durable qui actualise le guide de 2019 sur l'appropriation de l'agenda 2030 par les collectivités territoriales. Il illustre très concrètement la manière dont les collectivités territoriales peuvent d'abord mettre en œuvre une stratégie, mais aussi piloter leur politique et évaluer leurs actions sur la base des objectifs de développement durable. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les principaux enseignements de ce guide? Oui, tout à fait. Alors, ce guide, il résulte vraiment d'un travail collectif. Il est basé sur des retours d'expérience de collectivités et d'acteurs du développement durable dans les territoires, donc des services et agences de l'État, des associations, des consultants. Nous l'avons réalisé en partenariat avec des associations d'acteurs des territoires et des agences, et nous le diffuserons grâce à eux aussi. Et il a reçu le soutien de l'ADEME, de la Banque des Territoires, du Fonds DD17, du ministère de la Transition écologique. Donc, il suscite un assez large intérêt et une assez large adhésion. Alors, les conseils méthodologiques qui sont proposés, les exemples qui sont présentés sont directement issus de l'expérience des acteurs. Nous avons monté un groupe de travail avec différentes collectivités, différents acteurs. On a mené des entretiens pour pouvoir alimenter ce guide avec vraiment du contenu très concret. On a eu le souci de rappeler l'imbrication des niveaux de responsabilité, vraiment de l'ultra local au niveau global pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en montrant qu'il y a vraiment une solidarité, une interdépendance et une complémentarité entre les échelles. Avec l'agenda 2030, on voit vraiment à quel point les collectivités s'inscrivent dans un effort global et partagé avec un référentiel, un langage qui est commun à tous les acteurs. Donc avec ce guide, on a vraiment une volonté de s'adresser à toutes les collectivités, à leurs élus, à leurs agents. Tout le monde pourra y trouver des exemples, des conseils inspirants. Et on a été assez attentif à ce que le guide soit particulièrement adapté aux collectivités qui sont peut-être les moins avancées et les moins dotées en ressources. Et plus que simplement essayer de les convaincre de faire du développement durable ou de leur faire connaître l'agenda 2030, ce qui est aussi évidemment un objectif du guide, on a surtout pris le parti de leur donner des clés pour agir, pour avancer, quel que soit leur point de départ. Et donc ça signifie aussi redonner de la motivation aux acteurs en faisant le constat que la collectivité, elle contribue déjà aux ODD, elle fait déjà avancer le développement durable et il est possible d'aller plus loin de façon plus transversale, plus systémique et aussi plus coopérative. En effet, la coopération, qu'elle soit locale ou internationale, c'est vraiment un axe majeur du guide et la nécessité de coopérer entre tous les acteurs est rappelée dans chaque chapitre et à chaque étape de la méthode que nous proposons. Et nous proposons aussi, comme je le disais, des exemples qui montrent que des approches coopératives permettent de répondre à un grand nombre d'enjeux et de contribuer à un grand nombre d'ODD. Grâce au travail collectif que nous avons mené, nous avons pu identifier les bonnes pratiques les plus récentes, les outils les plus innovants pour inspirer les collectivités qui veulent pousser plus loin leur engagement. Donc, par exemple, on aborde la question des méthodes de territorialisation des cibles et des indicateurs des ODD, le budget soutenable, par exemple, et on fournit des références pour en savoir plus. Nous présentons également de nombreux exemples d'actions locales, et certains de façon plus développée suite aux entretiens que j'évoquais avec les acteurs. Et dans ces exemples, pour les rendre vraiment très concrets et utiles, on met en avant les réussites, mais aussi les difficultés, les limites de certains outils, les questions d'organisation, de réorganisation interne qu'ils peuvent impliquer. Et sur un plan plus théorique, je dirais, le guide met aussi en perspective le référentiel de l'agenda 2030 avec d'autres approches actuelles de l'action locale, donc la transition écologique, la planification écologique, la résilience, les limites planétaires, enfin, d'autres façons d'aborder un peu l'action publique auxquelles se réfèrent certains acteurs. Et l'idée, c'est de montrer que en fait, ces approches sont complémentaires, voire indissociables, plutôt que d'essayer de les opposer. Et enfin, je dirais, sur l'ensemble de ces sujets, sur l'agenda 2030, sur la méthodologie des politiques locales, sur la question des coopérations, on propose toute une série de ressources qui sont pour la plupart librement accessibles en ligne et qui permettent à tout un chacun d'aller plus loin. Merci.
Finalement, un guide très concret, très pratique pour convaincre, mais surtout, ce que vous disiez, donner des clés pour agir et remotiver. Merci pour tous ces précisions sur ce guide. Donc, ce que vous disiez, les coopérations territoriales avec les acteurs locaux est un des éléments finalement déterminants pour la réussite des transitions. Elles incarnent d'ailleurs complètement le 17e objectif de développement durable. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de ces coopérations ? Oui, bien sûr. Les coopérations, c'est vraiment dans l'ADN du comité 21, de les promouvoir le dialogue, la coopération multi-acteurs. Et c'est aussi pour ça que nous collaborons beaucoup avec le Rameau qui a contribué à ce guide. J'aurais peut-être dû le préciser dès le départ. Il y a de multiples projets qui réunissent un grand nombre de parties prenantes dans les territoires, que ce soit des entreprises, des réseaux professionnels, des associations, des citoyens, parfois des chercheurs, bien sûr les collectivités de tout niveau et d'autres acteurs publics. Alors parmi les exemples que je peux évoquer et qui sont mentionnés, développés dans le guide, il y a par exemple un exemple déjà assez connu mais qui gagne à l'être peut-être encore plus, la coopérative Carbone de La Rochelle. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a pour rôle, je cite, d'actionner localement les leviers de la neutralité carbone. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sensibilisent les acteurs du territoire aux enjeux énergie-climat. Ils accompagnent les organisations, les collectivités pour la mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ils favorisent l'émergence de projets de réduction, de séquestration du carbone en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la région dans laquelle ils sont basés. Des projets qui vont au-delà des pratiques courantes et réglementaires, en vendant en fait des crédits carbone. En cela, ils mettent en lien des porteurs de projets et des financeurs. Et donc les acteurs locaux peuvent contribuer au financement de pratiques vertueuses qui vont contribuer à réduire les émissions de carbone ou à capter du carbone. Et donc une entreprise qui veut faire de la RSE, par exemple, peut acheter des crédits carbone à la coopérative. Et les sociétaires de cette coopérative sont des structures publiques, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises du secteur privé, des associations, des citoyens et des agriculteurs. Donc on voit que c'est vraiment un ensemble très, très large d'acteurs du territoire. Autre exemple qu'on peut citer, qui est aussi un peu sur la thématique de la décarbonation, et là en l'occurrence c'est les énergies renouvelables, c'est un parc éolien citoyen à Bégane dans le Morbihan, qui est vraiment pionnier dans l'énergie citoyenne. Et en fait, là-bas, dans cette petite ville, ce village, même des citoyens, des collectivités, des entreprises et des partenaires financiers se sont associés pour construire le premier parc éolien coopératif en France, qui est associé à des actions de sensibilisation aux économies d'énergie. Alors ça a été un processus long et difficile, des questions de foncier, d'autorisation, comme vous pouvez imaginer, mais ça a permis de faire émerger un projet et des collectifs qui maintenant en inspirent d'autres et qui permettent d'autres projets. Et donc à Bégane, ce parc éolien permet de produire de l'électricité pour 8000 foyers hors chauffage. Et surtout, en favorisant l'implication des citoyens dans ce projet et dans la vie locale plus généralement, il a limité les réticences des riverains. Et ce qui est assez notable, parce que quand on sait, en particulier les projets d'éoliennes, à quel point ils sont difficiles à monter actuellement. Donc on voit là que vraiment la coopération et le fait de mobiliser les citoyens localement a une plus-value et permet de réaliser les projets plus facilement. Et enfin, je voudrais terminer sur un autre exemple, sur un sujet différent et qui se prête particulièrement bien à la coopération multi-acteurs et puis qui permet de toucher beaucoup d'objectifs de développement durable. C'est le domaine de l'alimentaire, avec là un projet alimentaire territorial qui est bien fait, celui du parc naturel régional Périgord-Limousin. Donc ce PNR, Périgord-Limousin, il a co-construit depuis 2017 un projet alimentaire territorial avec les départements de la Haute-Vienne, de la Dordogne et différents acteurs de l'agriculture et de l'alimentation du territoire. Donc il y a des chambres d'agriculture, des associations, il y a les SAFER qui sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Et donc ce projet alimentaire territorial, il a pour objectif de sensibiliser à une alimentation ancrée dans l'agriculture locale, pour la justice sociale, donc aussi pour une juste rémunération des producteurs, mais également pour la santé humaine et environnementale, donc préserver aussi les écosystèmes et par là même la santé des humains et du vivant. Un autre objectif, c'est d'outiller les restaurants collectifs ruraux
pour développer une cuisine qui soit locale, saine, faite maison, et en ça pour atteindre et même aller au-delà des objectifs de la loi Egalim, qui est pas toujours facile à atteindre, qui ne sont pas faciles à atteindre. Et donc ça concerne par exemple les circuits d'approvisionnement de cette restauration collective et aussi la formation des acteurs, des chefs de la restauration collective pour qu'ils sachent proposer des menus à partir des produits locaux de saison. Et un dernier objectif, c'est de soutenir la réussite des installations agricoles et la reprise des exploitations et le maintien d'une agriculture locale et de taille raisonnable. Donc ça, on voit qu'il y a énormément d'objectifs qui contribuent à beaucoup d'objectifs de développement durable, beaucoup de cibles de ces objectifs. Et grâce à l'implication des multiples acteurs que je mentionnais là, ils arrivent à traiter de l'alimentation, de l'agriculture, de la restauration de la biodiversité, de l'éducation et même de la dynamisation de l'activité économique locale à travers l'installation des agriculteurs. Donc c'est vraiment un projet extrêmement complet, extrêmement intéressant, et on voit que pour parvenir à ça, il faut évidemment mobiliser localement l'ensemble des acteurs du territoire. Merci beaucoup pour ces exemples, effectivement, qui illustrent bien les projets multi-acteurs. Vous nous en avez donné 3, mais combien y a-t-il à peu près de projets dans le guide, finalement, d'exemples plutôt? Alors, des exemples, c'est une très bonne question, je dirais une bonne cinquantaine. D'accord. Et si on veut se procurer le guide, il suffit d'aller sur le site du Comité 21. Exactement. Mais je pense que là, nous avons toutes les informations pour aller tout de suite découvrir ce guide, justement. Merci beaucoup, vraiment, pour cet entretien qui était passionnant. Merci à vous. Nous nous retrouverons en décembre prochain pour le 26e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer l'impact d'une performance systémique, l'équilibre de la maison retrouvé. Nous écouterons à cette occasion Frédérique Decher, directrice de l'action sociale de la fédération Agir Arco. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une actualité, un portrait et une information pour agir ensemble face à nos défis communs. N'oubliez pas le jeudi de ce jour qui présente les résultats de l'étude Impact et Trajectoire réalisée par l'Observatoire des partenariats auprès d'élus locaux. À très bientôt!